Bon, merci bien de m'avoir invité à parler de l'après-cancer et du retour un peu de l'expérience que l'on a sur la mise en place de ce dispositif d'après-cancer à l'Institut Paoli-Calmettes. On a porté une expérimentation il y a maintenant 2 ans. Donc là, on va retourner dans du pratique et le niveau scientifique va être plus... On va retourner sur du parcours. Donc, pourquoi l'après-cancer, plus 35% de cancer et une amélioration des décès chaque année, 42% ont un diagnostic de cancer dans l'année, ont une survie relative à 5 ans et supérieure à 80%. Et on sait que la survie à 5 ans est le reflet de la survie à 10 ans. 123 000 patients diagnostiqués chaque année donc auront une grande probabilité de guérir de leur cancer et il faut s'occuper de l'après. Donc cet après est important à estimer et c'est de plus en plus une maladie qui se chronicise et où il y a des traitements au long cours et où les malades ont des effets secondaires et à intégrer aussi dans les autres pathologies pour les personnes les plus âgées. Donc le plan Cancer 1, juste pour faire un rappel, ne s'est pas occupé de l'après-cancer, a mis en place les critères d'autorisation pour lesquels on est tous concernés pour réaliser de la cancérologie et a mis en place les établissements autorisés avec des seuils d'activité et la mise en place du dispositif d'annonce qui a été une mesure phare du premier plan Cancer, qui est l'annonce de la maladie. Bien sûr, les réunions de concertation pluridisciplinaire dont on a parlé tout le long, la mise en place des 3C et la collaboration en réseau. Le plan Cancer 2, lui, a commencé à évoquer cet après-cancer sur le plan personnalisé de l'après-cancer, ce qui a été nommé après le PPS, le PPAC, et en insistant sur un suivi collaboratif avec les médecins traitants pour essayer d'éviter que les patientes et les patients reviennent pour des visites de surveillance et l'accès aussi à la réinsertion socio-professionnelle. Le plan Cancer 3 aussi a axé sur l'après-cancer, avec assurer une prise en charge globale et personnalisée, mais aussi réduire les risques de séquelles et de second cancer qui ont été évoqués précédemment. Et enfin, s'intéresser à la réinsertion socio-professionnelle, qui n'avait été pas le cas pendant les dernières années, quand même, sur la prise en charge du cancer. Donc l'après-cancer, c'est quand ? C'est à la sortie de l'hôpital, c'est lorsque les traitements hospitaliers, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie sont terminés. Et vous avez vu dans les exposés précédents que cette sortie sera de plus en plus précoce. Les séjours à l'hôpital vont être de plus en plus courts, avec une médecine de biologie moléculaire rapide. Et les traitements, par contre, au domicile vont être de plus en plus prolongés. Et on peut en parler, les 10 prochaines années de la prise en charge du cancer vont considérablement changer notre prise en charge, avec des traitements maintenant sur des thérapeutiques ciblées dont on a évoqué toute la matinée, qui sont délivrés en ville dans une pharmacie d'officine et pris en charge la plupart du temps, pris per os par le patient au domicile. Donc on a un véritable souci d'organisation de cette prise en charge. Enfin aussi s'intéresser à la réinsertion socio-professionnelle et aux séquelles physiques et psychiques à long terme. Donc tout ça, ça fait que ce parcours du patient doit s'intégrer dès la consultation d'annonce, en imaginant aussi déjà l'après-cancer et la réinsertion socio-professionnelle, et bien entendu en intégrant les acteurs de proximité, que sont le médecin traitant, le pharmacien d'officine, voire l'infirmier ou infirmier du patient. Donc ces 3 circonstances, c'est soit l'orientation vers des soins palliatifs et les patients qui ne sont pas guéris ou des soins de support, et je n'évoquerai pas, soit c'est une surveillance simple après cancer, soit c'est une surveillance et la poursuite d'un traitement spécifique, et encore une fois, c'est ce qui va être de plus en plus le cas. On a cette expérience dans le cancer du sein avec de l'hormonothérapie au long cours prolongée chez les femmes qui prennent des traitements pendant 5 à 10 ans, mais ça va se voir avec toutes les pathologies, on le voit de plus en plus. L'hématologie avec la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique connaît ça depuis longtemps. Donc on a répondu à un appel à projet sur ce dispositif de sortie et nos objectifs étaient clairs, c'était surveiller et gérer les effets secondaires à la fois conséquence de la maladie, puisque quand on a été pris en charge pour un cancer, on a parfois des séquelles physiques
qu'il faut prendre en compte, mais aussi, et on le sait, les effets secondaires des traitements. Enfin, on avait une idée, c'était une meilleure orientation de la prise en charge de cette surveillance des cancers, puisque depuis ces dernières années, puisque les malades guérissent et les malades sont surveillés de plus en plus longtemps, on avait besoin d'éviter les redondances de la prise en charge de la surveillance. Je prends l'exemple du cancer du sein, où à la fois cette surveillance doit être assurée par le radiothérapeute une fois par an, de façon légale, par l'oncologue éventuellement s'il y a un traitement par la radiothérapie, par le chirurgien, par le médecin traitant, voire par le gynécologue. Et il y avait besoin donc absolument d'organiser cet après-cancer et cette prise en charge de la surveillance en évitant les redondances pour qu'un malade ne voit pas une consultation de l'oncologue et un mois plus tard le gynécologue qui l'avait opéré. Donc enfin, on a décidé d'envisager pour chaque pathologie pour laquelle on avait décidé de mettre en place ce protocole, de rédiger une surveillance protocolisée et partagée par tous avec les médecins traitants. Enfin, et on va le voir, anticiper les répercussions psychosociales à long terme. Donc on a répondu sur 180 patients et on s'est intéressé essentiellement au cancer du sein, au lymphome et au cancer colorectaux, et on va voir un peu les résultats. Donc cette consultation de sortie, ce dispositif de sortie, un peu sur le modèle de l'annonce de la maladie, a été standardisé pour le médecin concerné, c'est-à-dire qu'il avait un planning identifié à l'Institut Paoli-Calmette et il remettait ce plan personnalisé de soins. Il adressait ensuite le patient à l'infirmier coordonnateur. Cet infirmier coordonnateur remettait le plan personnalisé de soins, le commentait, et avec un calendrier, un modèle un peu PPS pour la surveillance à long terme, modèle des essais thérapeutiques où les patients repartent avec un plan de surveillance très très standardisé. Cet entretien soignant donc reformulait un peu l'ensemble du parcours avant et sur les effets secondaires. Il y avait une consultation psychologique avec un psychologue à 3 mois qui est donnée systématiquement par l'infirmier sans en donner les raisons. Ceci étant, c'est une mesure qui a été reprise par le dernier plan cancer, c'est une mesure qu'on avait mis en place suite au retour des patients. Et quand j'ai présenté ce projet au comité patient, ils m'ont demandé que cette consultation soit mise en place de façon systématique. Donc cette consultation psychologue, contrairement à ce que pense François, était demandée par les patients à 3 mois, et en particulier sur l'après-cancer, on va voir les résultats, puisqu'on avait été un peu déçus dans l'annonce de la maladie, de l'annonce de la fréquentation des consultations et l'orientation psychologique à l'annonce de la maladie, puisque les patients ne souhaitaient pas forcément rencontrer un psychologue à l'annonce. Par contre, sur les 3 mois ou les 6 mois qui suivent, c'est excessivement fréquent, et nous on s'en est rendu compte par les appels téléphoniques que recevaient nos coordonnateurs. La première coordination qu'on a fait sur le sein, à 3 mois ou 4 mois, ils recevaient des appels téléphoniques des patients qui demandaient régulièrement comment il allait. Donc il s'est un peu interrogé, en fait c'est les patients qui n'allaient pas bien et qui avaient besoin un peu de... Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette consultation systématique. Le patient part avec le rendez-vous de consultation et cette consultation est honorée ou pas, peu importe, et il n'a pas à le justifier. Ensuite, une consultation de prévention et de risque génétique, ce qui était un peu original, c'était une consultation mise en place et proposée aux patients sur la prévention, ce que j'appellerais la soft prévention, c'est-à-dire le surpoids, le tabac, l'activité physique et toutes les questions que l'on peut se poser après le cancer. Sur le patient, en pensant aussi que ce patient, et on s'en est rendu compte, est un véhicule aussi pour faire de la prévention autour de lui après avoir été traité pour un cancer. Enfin, une consultation sociale proposée systématiquement, on va y revenir, on a fait une collaboration avec les médecins du travail et l'oncologue et le médecin traitant. Donc juste pour vous montrer que les documents que l'on remettait sur le plan de surveillance pour le médecin traitant, qui étaient adressés au médecin traitant le jour de cette consultation de fin de traitement,
qui était bien sûr, là c'est l'exemple du cancer du sein, on avait rédigé ça tous ensemble de façon partagée pour avoir, vous savez que dans les recommandations, par exemple pour le cancer du sein, il n'est pas recommandé de faire des dosages des marqueurs sur les recommandations nationales, et on avait voulu quand même, parce que de toute façon sinon les patients font leur dosage des marqueurs de façon isolée dans un coin et souvent pas forcément ciblée, on avait pris le parti que quand même on mettrait les recommandations sur les dosages des marqueurs. Donc le plan de surveillance était adressé au médecin traitant avec des explications et aussi adressé et remis aux patients par cette infirmière coordinatrice qui remettait de la même façon pendant le parcours, qui remettait l'ensemble des examens réalisés, là aussi ce qui permettait d'avoir un programme bien établi sur la surveillance à réaliser, à la fois sur la mammographie et qui reprenait le plan personnalisé d'après-cancer donné à la patiente. Donc 140 consultations ont été réalisées, dans 90% des cas, ils ont vu l'infirmière de coordination et dans 60% des cas, le plan a été remis. Pour la consultation psychologique, vous voyez que quand même plus de 50% des patients ont accepté cette consultation de fin de traitement et vous pouvez voir que presque tous ont eu ou un suivi sur l'institut psychologique ou une orientation. Et il n'y a que 16% des patients qui ont refusé. C'était essentiellement des personnes de moins de 60 ans qui ont assuré cette consultation psychologique. Pour la consultation dont je vous parlais de prévention et sur la lutte contre le poids, le tabac, 40% quand même on en bénéficiait et 30% avaient commencé à demander cette consultation de prévention pendant le parcours. La diététique, c'est dans notre projet, on n'avait pas parlé de diététique, on a été obligé de l'introduire pendant l'expérimentation parce qu'il y avait une demande très forte des patients d'avoir des conseils diététiques, on aurait pu y penser. Alors le médecin traitant, il y a eu 35% de réponses, donc ce qui est relativement correct pour une enquête sur l'évaluation des médecins traitants. Et la majorité était au courant de l'inclusion, donc ça veut dire qu'ils avaient reçu bien entendu le plan, mais ils savaient que le patient était aussi au courant de cette inclusion. Ils pensent tous, dans 88% des cas, qu'ils ont reçu des informations suffisantes. Et la majorité ont revu leurs patients pendant les suites immédiates du traitement, soit pour des symptômes, donc ça ce qui paraît assez logique, mais quand même les patients donc sont retournés voir le médecin traitant et ne sont pas revenus sur l'établissement de référence, et certains ont des vues uniquement pour du suivi pour leur cancer. Alors les commentaires des médecins traitants, bon, ça évite les redondances de consultation, c'était un peu le but dans notre projet, et c'est utile pour réorienter le patient au bon moment et les revaloriser, et ce qui remettait une importance réelle sur le médecin traitant. Leur demande était sur d'autres pathologies, le référentiel correspondait à leur pratique et ça sécurisait le patient. Donc d'une manière générale, dans 90% des cas, ils ont reçu l'information suffisante. 70% estiment que ça permet un suivi collaboratif. La quasi-totalité est impliquée dans le suivi, mais quand on a creusé un petit peu, en fait, les médecins traitants, le recul qui en est sorti, c'est que sur la prise en charge, par exemple, du cancer du sein, très souvent, c'est pour eux difficile, et on avait eu une autre expérimentation, c'est difficile de suivre un cancer du sein chez une femme jeune, mais la plupart du temps, ils sont très favorables à suivre une personne âgée qui a aussi d'autres pathologies associées. Et ils avaient quand même une difficulté et un retour d'anxiété quand même sur aussi la prise en charge des lymphomes chez les sujets jeunes. Une question qui remontait très souvent, c'est qui prescrit les examens complémentaires. Nous, on avait pris l'habitude de quand même prescrire tous les examens complémentaires pour la surveillance de ces malades. Enfin, au niveau social, la consultation a été honorée dans 25% des cas, et la majorité, en fait, pour la réinsertion socio-professionnelle, avait moins de 60 ans,
mais on peut le comprendre. Donc 35 patients avaient déjà été suivis par le service social dès l'annonce. Je passerai sur les conventions ARA qui ont été les objets qui n'avancent pas forcément sur l'accès aux prêts pour les patients atteints de cancer à long terme. Vous savez qu'il y a eu plusieurs épisodes et que ça reste quand même un combat de l'accès aux prêts pour les patients atteints de cancer et guéris de cancer. Pour parler de la réinsertion professionnelle, où on a eu un projet qui était en même temps en association aussi avec François Esinger sur un travail avec les médecins du travail et la Ligue départementale contre le cancer pour mettre en place une équipe pluridisciplinaire. On a d'abord fait un gros travail pour un contact avec l'ensemble des médecins du travail de ce groupe GIMS. GIMS, c'est un groupe de médecins du travail de petites et moyennes entreprises pour d'abord avoir un échange et ils ont demandé une formation, ces médecins de travail, autour de l'oncologie et de la prise en charge du cancer. Et nous, parallèlement, on les a écoutés. On avait l'habitude auparavant souvent de prolonger ou de mettre des arrêts du travail sans trop se poser la question si c'était bénéfique ou pas pour la personne concernée. Donc ce questionnement des patients au moment de l'annonce qui ressort bien évidemment, c'est les conséquences financières de la maladie. Mais à l'annonce, c'est peut-être pas le problème de la réinsertion socio-professionnelle qui ressort, sauf pour certains, le soin étant la priorité. Par contre, au moment de la reprise, et avec la consultation de reprise, les patients viennent plus facilement au service social. Bien sûr, c'est en fonction de l'âge, de l'intérêt professionnel, de la qualité de vie. Ce qu'il ressort, c'est que les freins organisationnels dans la reprise de ce travail pour les patients atteints de cancer, c'était souvent des femmes pour cancer du sein. C'est la planification du mi-temps thérapeutique qui est parfois compliquée à organiser lorsque déjà ils ont l'impression que l'entreprise s'est organisée, les relations intercollègues et aussi la hiérarchie. Les freins personnels, bon, c'est quand même toujours évoqué, c'est le lien supposé entre la maladie et le milieu du travail sans que ça soit forcément... il y a quelque chose qui est ressorti, c'est peut-être lié, cette maladie peut me faire une opportunité pour changer de trajectoire professionnelle. Donc ces éléments facilitateurs on s'est rendu compte dans la mise en place de cette expérimentation, c'est que ce guichet unique rassure les patients s'ils sont pris en charge dès l'annonce par cette équipe pluridisciplinaire. Ça permet de mieux définir le projet autour de la réinsertion professionnelle et peut-être d'orienter aussi vers une formation ou plus précocement. 153 patients ont été suivis. Vous voyez, les résultats, c'est que 32 patients ont repris l'activité. Ce n'est pas des résultats extraordinaires. Je terminerai sur une enquête que vous avez peut-être tous vue sur l'étude VICAN 2 qui doit être actualisée au jour d'aujourd'hui. Donc sur 4349 personnes interrogées de janvier 2012 à juin 2013, 8 sur 10 avaient un emploi au diagnostic et 6 sur 10 c'était la vie à 2 ans du diagnostic, 6 sur 10 à 2 ans. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que ça impactait sur les moins diplômés, ou les plus jeunes ou les plus âgés, essentiellement sur les métiers d'exécution, c'est-à-dire les employés ou les ouvriers. Les cadres étaient mieux lotis. Ceux qui avaient un emploi précaire, bien sûr, les CDD, et il y avait plus d'impact sur les PME, on peut le comprendre, mais bon, encore fallait-il le faire ressortir, que par exemple, donc il vaut mieux être cadre et travailler dans une grande entreprise qu'être employé dans une PME. Deuxième facteur, la gravité du cancer augmente aussi les inégalités sociales. Il est dans un facteur de mauvais pronostic, l'écart est encore plus grand avec la précarité. Enfin, la qualité de vie est très souvent dégradée, bien sûr en fonction du type de cancer, de la localisation des traitements reçus, mais là aussi encore sur la précarité sociale. Et encore, au jour d'aujourd'hui, sur cette enquête, il ressort que une personne sur 10 atteinte de cancer évoque la discrimination, soit de l'entourage, soit du lieu de travail. Donc le cancer reste un facteur d'aggravation des inégalités sociales suite à cette enquête, qui est une enquête qui associe l'INCa, une unité INSERM de Jean-Paul Moiti et la CNAM.
Donc en conclusion, cette mise en place, cette expérience nous avait vraiment motivés pour dire qu'il fallait en place cette consultation de fin de traitement pour améliorer la prise en charge des patients après un cancer, en favorisant essentiellement et en programmant et en protocolisant la surveillance pour favoriser une surveillance au plus près et si c'est possible dans la proximité, pour réduire les redondances et les anxiétés. Et enfin, cette consultation psychologique a été quand même reprise par le dernier plan cancer comme un exemple. Il faut garder quand même cette idée de l'arrêt du traitement et de la perte du lien qui mérite d'être très très avancé. En fait, il faudra évoquer, et ça c'est une grande discussion, le changement de paradigme dans la prise en charge du cancer, puisque les 10 prochaines années vont voir des traitements de plus en plus délivrés au domicile du patient, et on est en train de le connaître de plus en plus pour certaines pathologies, je pense au cancer du rein, mais aussi en hématologie, où c'est de plus en plus fréquent de donner des traitements sur les thérapeutiques ciblées qu'on a vues avant pour ces patients qui seront donc pris en charge au domicile. On est en train de faire un gros travail, nous, sur ces thérapeutiques orales avec les pharmaciens d'officine et les médecins traitants. Je vous remercie.